J'enregistre au cas où si on donne le replay. Allez, je fais entrer Vas-y, vas-y. les gens. Ils sont une dizaine. De toute façon, c'est comme d'hab, ça va prendre au fur et à mesure. Bonsoir à tous. Merci pour votre présence et celle d'Antoine pour cette table ronde autour de la réathlétisation. Euh, N'hésitez pas à mettre les caméras, c'est plus sympa pour Antoine et pour moi et même pour vous pour la table ronde de voir avec qui, euh, avec qui on est. N'hésitez pas à poser vos questions, soit en coupant votre micro et en prenant la parole, sinon en levant la main directement sur le Zoom. Et puis comme ça, on passe une heure ensemble à discuter autour de la réathlée et essayer de répondre aux différentes questions des uns et des autres. Du coup, Antoine, je te laisse la parole pour te présenter et présenter ce sujet-là. Bonjour à tous, merci de votre présence déjà pour commencer. Pour me présenter un peu mon parcours, moi je suis kiné depuis maintenant 8 ans. J'ai commencé à travailler en structure libérale, un peu comme tous les kinés, pendant 3 ans, où en parallèle je me suis formé sur tout ce qui était kiné du sport, réathlétisation, prépa physique, où j'ai commencé petit à petit à faire de la réathlé aussi en cabinet. Et j'ai vite vu qu'en cabinet, bah, c'était compliqué parce que on a très peu de gens qui restent une fois que la rééducation est terminée pour faire de la réathlétisation. Et je me suis orienté vers du coup les structures professionnelles où j'ai travaillé justement avec Baptiste pendant 2 saisons à Caen où je m'occupais de la réathlétisation des joueurs. À la suite de ça, de ces 2 ans-là, je continué dans le foot. J'ai travaillé à l'AS Monaco pendant 2 saisons aussi, où je m'occupais aussi de la réathlétisation. Ou au club à Monaco, c'est les kinés qui font la totalité de la réathlé, c'est-à-dire du moment où le joueur se blesse jusqu'à ce qu'il retourne au terrain. C'est le kiné qui s'en occupe. Et maintenant, depuis un an et demi, un peu plus d'un an et demi, j'ai changé un peu de sport, je suis venu dans le handball et dans le handball féminin, donc pour découvrir un peu une autre population, un autre sport, et où dans le club j'ai le rôle de kiné évidemment et aussi de réathlé. C'était une volonté justement au niveau du handball de structurer là-dessus. Ils avaient pas ça au club, donc là les filles quand elles se blessent, elles restent de A à Z au club pour suivre leur réathlé jusqu'à ce qu'elles reviennent à la compétition. Et ce qui n'était pas forcément le cas avant, où elle partait en structure, s'éloignait un peu du club. Donc voilà, pour ma présentation et pour ce que je fais actuellement. Ok, nickel. Bah, du coup, on va rentrer peut-être Antoine directement dans le vif du sujet et peut-être du coup donner un peu la définition pour toi ce que c'est la réathlée et peut-être les différentes étapes clés que l'on peut avoir sur une structure professionnelle. Du coup, la réathlée, on voit plein de choses différentes, plein de fonctionnements différents. Moi, ma vision de la réathlétisation, c'est qu'on va récupérer un athlète qui se blesse tel jour et que l'objectif, c'est de le ramener à la compétition et de permettre au coach de l'avoir le plus rapidement dans les meilleures conditions avec les performances qui reviennent au moins à ce qu'elles étaient avant la blessure. Et au mieux, si on peut en plus développer des choses pendant cette réathlée-là, c'est que mieux. Je sais pas dans quel environnement vous travaillez, avec quels moyens vous avez. Moi, j'ai la chance d'avoir tout ce que je veux à disposition. Donc, je suis chez des handballeuses, donc j'ai un terrain de hand quand je veux, j'ai une salle de muscu à disposition quand je veux, une salle de soins quand je veux. Donc ça aide quand même beaucoup. Je suis dans des conditions qui sont optimales, ce qui me permet moi d'avoir la joueuse
quand je veux aussi. C'est-à-dire qu'avec certaines joueuses, on peut travailler 6-7 heures par jour en réathlétisation. Donc, ce qui aide beaucoup, ce qui n'est pas le cas partout, ça je l'entends. Mais il y a tellement de choses à travailler en réathlé, il faut pas se fixer que sur la blessure. C'est ce qui parfois a tendance à être fait, c'est qu'on sur une entorse de cheville, on va rester fixé un peu sur son entorse de cheville et finalement on va oublier de développer tout ce qui est c'est les capacités cardio de la joueuse ou du joueur, tout ce qui est travail de renforcement du haut du corps, tous les déficits que vous avez pu objectiver. Nous, au club, on effectue une grande batterie de tests en début de saison qu'on sélectionne en fonction des besoins du prépa physique, en fonction des besoins de la coach, en fonction des besoins des kinés, mais aussi et surtout en fonction des besoins que moi, je vais avoir en réathlé. C'est-à-dire que pour chaque fin de réathlé, je vais faire un bilan complet pour me sécuriser moi aussi et pour avoir un retour objectif parce que comment on est capable de savoir que c'est OK pour le terrain, bah, les tests sont là pour objectiver. Donc on fait tout un tas de tests en début de saison qu'on va réutiliser en fin de saison en fin de réatteler pour objectiver cette progression. Et du coup, comme je vous disais, il y a plein d'autres choses à travailler autour. Et par rapport à ces tests de début de saison, on objective des déficits. Et la réathlée est aussi un bon moment, selon moi, pour travailler sur ces déficits-là et permettre à la joueuse de combler un déficit de force de quadriceps alors qu'elle a une entorse de cheville. Il faut en profiter à ce moment-là et ce qui va vous permettre ensuite de remettre votre joueuse ou votre athlète sur le terrain avec le moins de déficit possible et du coup le moins de risque de blessure. Donc vous aurez fait une pierre deux coups, on va dire, en rééduquant votre athlète, en le remettant sur pied pour qu'il retourne à la compétition, mais aussi vous aurez minimisé son risque de blessure ailleurs, vu que vous aurez travaillé sur ces déficits. Donc voilà un petit peu la vision globale que j'ai de la réathlée, c'est de permettre au joueur ou à la joueuse de revenir à son meilleur niveau tout en diminuant son risque de blessure ailleurs et sur la zone touchée. Alors, il y a pas mal d'étapes dans la réathlée. Je ne vais pas tous les détailler, mais globalement, les données, c'est bien évidemment, il y a le diagnostic qui est hyper important. Si vous n'avez pas le bon diagnostic et exactement la lésion qu'il y a, ça va être compliqué de travailler et d'avancer. C'est aussi d'avoir la compréhension de la blessure. C'est pour ça qu'on soit prépa, coach, sportif, kiné, peu importe, mais c'est important d'avoir des notions au moins de base sur toutes les blessures. Parce que si vous n'avez pas ces notions de base, vous allez avoir de la difficulté à avancer, à valider différents objectifs. Dans le cadre de, moi j'ai la chance d'être kiné, donc d'avoir ce côté médical et de pouvoir justement avancer avec les connaissances médicales sur les blessures. Si vous êtes coach sportif ou prépa physique, il faut pas hésiter à échanger avec les médecins, avec les kinés. Je sais que les rapports sont parfois un peu compliqués et d'avoir des retours, c'est compliqué, mais c'est hyper important pour la suite. Et c'est hyper important pour avoir, pour savoir où vous allez aller et quelle progression vous allez avoir. Donc, une fois que cette phase de diagnostic-là est posée, ça va être de, de savoir votre progression, vers où vous voulez aller. Il y a deux possibilités. Soit vous allez fonctionner en partant de la blessure pour revenir au terrain, soit l'inverse. Vous dire, bah, aujourd'hui, avec le médecin, le kiné, on se dit que dans 3 semaines, par exemple, elle doit revenir et vous allez prendre 3 semaines, elle doit être sur le terrain et faire un petit peu marche arrière pour valider, pour faire vos différentes étapes. Dans ces différentes étapes, donc il y a le diagnostic, comme je vous disais, la programmation, et après, ça va être les différentes phases que vous allez avoir. Il va y avoir la progression au niveau cardio. Donc, quand est-ce que vous allez reprendre le vélo? Quand est-ce que vous allez reprendre la course? Euh, et comment vous allez faire pour valider ces différentes étapes et comment vous allez faire pour se dire, bah, aujourd'hui, mon athlète, il peut courir. Ça, c'est toujours en lien avec médecin, kiné. Et il ne faut pas hésiter à échanger un maximum en staff là-dessus. Il y a aussi la partie muscu. La partie muscu, il faut la travailler dès le début. Souvent, on se dit, bah, on voit dans des blessures où les personnes sont arrêtées pendant 3 semaines. La première semaine, elle peut pas faire grand-chose et au final, sur la zone blessée, on ne fait pas grand-chose. Alors que vous pouvez travailler tout autour.
sans forcément mettre en contrainte la zone lésée et justement permettre de continuer à développer des qualités musculaires, des qualités aérobies, etc. sur votre athlète. Donc il y a toute cette phase-là à gérer, musculation. Cardio et aussi tous les à côté, tout ce qui va être travail de gainage, tout ce qui va être travail de pied qui est très important, travail de proprioception, toutes ces petites choses-là autour. Nous, chez les athlètes qui sont blessés, justement, on en profite pour faire un travail préventif au niveau de l'épaule qu'on a peut-être moins le temps de faire pendant la saison parce que on enchaîne beaucoup les matchs. Donc voilà, il faut essayer de vous avez la chance de pouvoir d'avoir l'athlète pour vous. Donc, il faut essayer de travailler au maximum tout ce que vous pouvez faire et pas penser seulement à la blessure. C'est sûr que faire du développé couché ou des tractions sur une entorse de cheville, bah, ça va pas soigner votre entorse de cheville directement, mais indirectement, ça va permettre à votre athlète que quand il va revenir sur le terrain, bah, il aura développé d'autres capacités qui lui permettront d'être peut-être plus gainé et indirectement bah, peut-être d'être plus solide sur des contacts et se faire moins d'avoir un risque de blessure qui est diminué. Donc voilà, globalement, c'est de ne pas oublier de travailler tout ce qu'il y a autour et de ne pas se fixer juste sur l'objectif premier, c'est-à-dire la blessure. Avant de continuer, je ne sais pas si vous avez déjà des questions, si Baptiste, tu veux ajouter des choses. Non, n'hésitez pas si vous avez des questions, si quelqu'un veut lever la main ou voir quelque chose de particulier sur une des notions qu'Antoine vient de citer. Alors, tac, je regarde juste. Je sais pas si tout le monde voit les questions, donc je les lis à haute voix. Que penses-tu du fait de laisser dans une première phase un full focus sur la zone lésée pour up la cicatrisation plutôt que les compétences transversales? Euh, c'est un peu dans ce que je disais, c'est que forcément tu vas être focus sur la zone lésée en permettant de cicatriser. Par exemple, on va prendre l'entorse de cheville tout le long pour faciliter les choses, mais ça t'empêche pas à côté de développer ses qualités de force au niveau du bas du corps sur l'autre jambe, de développer ses qualités de gainage, de développer ses qualités aérobie en décharge. Justement, il faut pas hésiter à travailler toutes les compétences transversales tout en ayant un focus sur la zone lésée. Il montre que plus tu vas reprendre tôt le travail aérobie, plus tu vas reprendre tôt le travail de musculation, et meilleur va être ton retour à la performance. Et du coup, bah, pour suivre, il n'y a aucun impact sur la vitesse de cicatrisation. Au contraire, comme je viens de dire, c'est que il montre que ça améliore. Même de travailler sur, par exemple, vous vous blessez à la cheville gauche, au mollet gauche ou d'un côté, vous allez travailler le côté droit. Il montre qu'il y a quand même c'est des effets physiologiques humains qui sont complexes, mais qui a quand même un impact sur le côté lésé et qu'il y a un gain de force, par exemple, sur le côté lésé. Ils avaient fait une étude au niveau du coude où ils avaient pris des sujets placebo, des sujets témoins, etc., sur du renforcement spécifique sur le coude opposé. Et finalement, ils ont montré, après, une fois que la contention a été enlevée, que il y avait eu un gain de force sur le côté lésé. Donc, pas hésiter, au contraire, et c'est souvent l'erreur qui est faite, c'est de laisser un peu de côté toutes les autres choses et d'avoir un focus que sur la zone lésée. Oui, Kevin, je vois que tu lèves la main. Ouais, bonsoir, merci pour votre intervention. Vous parliez de contenu de 6 à 7 heures avec une joueuse. Comment vous agencez le contenu dans la journée? Est-ce que c'est une partie le matin, une partie l'après-midi, muscu, terrain? Comment vous agencez Ouais. ça? C'est la chose, on en reviendra un petit peu après, c'est aussi la programmation qui est primordiale. C'est-à-dire que tu dois faire travailler tes joueurs ou ta joueuse ou ton athlète plus avec moi. Qui en ce moment, Réathlète, elle travaille, j'en ai deux en ce moment, elles travaillent plus que ce qu'elles sont en groupe. Donc elles sont plus souvent au club, elles travaillent beaucoup plus. Mais tu dis, si elles travaillent trop, est-ce que quand elles vont pas revenir au club, tu les as pas cramées à l'entraînement, est-ce que tu les as pas cramées aussi? Donc, il faut essayer d'agencer ta semaine en réfléchissant. Moi, je passe à peu près.
une heure et demie chaque fin de semaine pour préparer la semaine d'après de la joueuse, pour programmer au mieux ses séances de muscu, du haut, du bas, etc. Pour que tu la fasses revenir dans les meilleures conditions tout en la développant et en évitant qu'elle récidive. Donc, sur des journées, par exemple, de 6 7 heures, comme certaines joueuses vont avoir demain avec moi, elles vont passer une heure et demie sur le terrain. Après le terrain, par exemple, elles peuvent faire un petit travail de gainage ou un travail aérobie, que ce soit en charge ou en décharge en plus, pour justement développer un peu l'aérobie de base aussi et pour maintenir les capacités. Et l'après-midi, travailler sur tout ce qui est musculation, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai le temps que je veux et j'en profite justement pour prendre le temps. C'est-à-dire que quand elle arrive au club, c'est qu'elle a le temps de se mettre dans la séance. Donc, il y a une partie d'activation qui est longue, une partie d'échauffement qui est longue. Elle fait sa séance sur le terrain. Ensuite, il y a un travail de récupération aussi qui se fait. Et ensuite, il y a un travail de soin. Donc, en fait, je suis dispo 100% pour elle. Donc, c'est une chance pour moi, mais aussi pour elle. Donc, c'est pour ça que je me permets de prendre du temps. Mais elle passe pas tous les jours 7 heures au club non plus. Il y a des jours comme en milieu de semaine, souvent ce que j'essaie de faire, où elles ont un jour un peu récup, où la charge est vraiment diminuée, où elles font pas grand-chose. On travaille quand même certaines choses, mais c'est vraiment plus light. Donc, faut essayer d'organiser, moi au maximum quand je peux, scinder musculation et travail cardio. J'essaie de le faire au maximum. D'accord, merci. Et j'avais une deuxième question par rapport aux tests. Vous disiez que c'était les mêmes que ceux du groupe pour pouvoir avoir une base. Et est-ce qu'il y en a un en particulier que vous trouvez intéressant? En particulier, non. Moi, ce que je fais, et ce que je fais pour chaque réathlète quasiment, sauf si c'est du haut du corps, évidemment, et encore quand c'est des blessures longues, je fais systématiquement un des tests de changement de direction. Alors, il y en a plein différents et moi, j'ai des tests que j'utilise, mais c'est pas parce que je les utilise qu'ils sont bien et il y en a plein d'autres qui sont aussi bien que ça. Et aussi, j'utilise le profil force-vitesse avec notamment le F0 qui permet de me donner aussi un indicatif sur comment la joueuse est et d'avoir les données de début de saison, ça me permet d'avoir un comparatif. Parce que si je le fais en fin de réathlé, si je fais tous ces tests-là en fin de réathlé, mais qu'au final, j'ai pas forcément de moyens de comparaison, mes tests, ils servent. Enfin, pour moi, ils servent pas à grand-chose. Alors, il y a certaines bases de données qui nous permettent d'avoir la littérature nous permet d'avoir certains tests, mais il n'y a rien de mieux de comparer un athlète à lui-même sur un retour de blessure pour savoir s'il est revenu à son niveau d'avant. Donc, te donner un test, un seul, non, il faut trouver les tests avec lesquels tu es à l'aise, qui te conviennent et qui sont efficaces. Ça sert à rien de faire, quand je parlais de batterie de test, on n'en fait pas non plus 500. Là, l'année dernière, on les a encore diminués parce qu'on s'est rendu compte vu que ça fait 1 an et demi que je suis dans le hand, la première année, j'avais testé la mobilité de hanche des filles, en rotation interne, en rotation externe. Finalement, je me suis rendu compte qu'elles avaient toutes une super rotation interne, une super rotation externe, et que c'était pas un problème chez la joueuse de handball féminine. Donc, bah, on l'a enlevé pour se focus sur d'autres tests et essayer de réduire, pas en faire 500, et de sélectionner des tests importants et reproductibles surtout. Ok, merci beaucoup. Pas d'autres questions pour le moment. Non, du coup, peut-être Antoine, du coup, chez vous, la joueuse se blesse. Et ensuite, donc, du coup, quelles sont les différentes phases? À quel moment, qui dit elle passe de la salle au terrain et ensuite, donc, du terrain à la reprise avec le groupe? Différentes étapes. Les différentes étapes, du coup, il y a le diagnostic qui est fait. Alors, en premier lieu, c'est nous les kinés qui sommes en premier front. Donc, on dégrossit un peu le travail et on l'envoie chez le médecin si nécessaire ou pas, en fonction de la blessure pour qu'il y ait un diagnostic de posé. Une fois que le diagnostic est posé, le médecin ne va pas donner le délai à la joueuse. Ça va être un échange entre les différents membres du staff pour savoir quand est-ce qu'elle revient, parce que dans le monde pro, il y a aussi les résultats qui comptent et que bah, des fois, on va accélérer une réathlète
parce qu'on a besoin d'une joueuse plus rapidement, ou on va justement l'allonger parce qu'on n'en a peut-être pas besoin tout de suite et qu'on préfère pas prendre de risques. Donc il y a cette discussion-là qui est primordiale avec l'ensemble des membres du staff. Et ensuite, moi, je m'occupe de toute la programmation et le médecin suit pas à pas. On fait un check environ chaque semaine pour valider les différentes étapes. Donc, tout ce qui est validation de reprise de course, de retour au terrain, c'est validé entre moi et le médecin en fonction de mes ressentis, de l'échange que j'ai avec la joueuse aussi, parce que c'est le retour de l'athlète pour moi, il est primordial et c'est un super outil d'écouter son athlète et de lui demander, lui, est-ce qu'il se sent? Parce que si vous pensez que avec le médecin, avec le prépa, avec le réathlé, elle peut courir, mais si elle vous dit, bah, moi, je me sens pas, bah, faut essayer de comprendre pourquoi et peut-être de repousser de quelques jours. Donc, toutes ces phases-là sont validées par moi et par le médecin du club. Et pour ce qui est retour à l'entraînement, c'est nous, moi, je donne à la coach avec le médecin la date à laquelle on estime que la joueuse pourra rejouer. Et après, la coach valide ou non cette date de retour en fonction de ses besoins ou pas. Et cette reprise est validée à la suite d'un bilan, justement avec un certain nombre de tests, comme je disais tout à l'heure, sur les tests de début de saison qui sont comparés pour voir si la joueuse est apte ou pas à reprendre l'entraînement. Ok. Sur cette réunion médicale, vous avez tendance plutôt sur les rétro-planning à voir plus loin ou plus court? C'est-à-dire que est-ce que vous préférez dire il y en aura pour 6 semaines et tant mieux si on y arrive à 4, ou faites plutôt l'inverse, dire 4, et puis finalement parfois ça termine en 6. Ça, comme je disais, ça dépend aussi de la joueuse, ça dépend des besoins qu'on a. On n'essaye pas forcément On est plutôt sur du court que sur du long, parce qu'on remarque que finalement, quand le médecin dit 6 semaines et que finalement on la ramène au bout de 3 semaines et que ça arrive pour chaque joueuse, la direction va nous dire, bah, vous nous prenez un peu pour des pimpins et vous faites croire qu'en fait vous faites super bien votre job. Donc, donc, on essaye de tabler au plus juste et parfois même au plus court parce qu'on a la chance d'accélérer, parce qu'on est dans une structure pro, d'avoir la joueuse souvent, donc d'accélérer un petit peu plus la reprise. Ok. Quand tu dis ensuite que tu la remets avec à l'entraînement, qui prend le relais donc du coup sur ce return to train avant le return to perf? C'est-à-dire quantification de la charge d'entraînement, progressivité sur la reprise d'entraînement et premier temps de jeu, la durée de ce temps de jeu. Du coup, dès qu'elle est retour au groupe, nous, on est par du principe que si elle retourne au groupe, c'est qu'elle est capable de tout faire et qu'elle est capable de jouer au niveau athlétique un match dans sa quasi-totalité. Bon, dans les faits et dans la théorie, c'est ce qu'elle est capable de faire. Après, il y a aussi la pratique, c'est qu'on sait très bien qu'une fille qui a repris l'entraînement depuis une semaine ne va pas jouer un match entier. Donc, dans le bilan justement de fin de réathlé, moi, je donne mes préconisations, que ce soit au prépa et à la coach sur le temps de jeu, sur la charge qu'elle doit faire dans la semaine, parce qu'on nous, on travaille avec des accéléromètres où on quantifie la charge chaque semaine. Et en réathlé, justement, j'essaye de permettre à la joueuse de retrouver son niveau de charge qu'elle avait avant sa blessure et qu'elle avait à peu près tout au long de la saison en fonction des matchs qu'on va avoir à jouer par la suite. Ce qui permet à la joueuse de reprendre le terrain déjà avec une charge qu'elle connaît et pas d'assimiler une grosse charge alors qu'elle l'avait presque rien fait en réathlé. Ça permet aussi de diminuer les risques de blessure et de faciliter le retour au jeu de la joueuse. Donc voilà, je préconise moi, je donne ce que j'ai fait par exemple, sur les 3 semaines de réathlé. La quatrième semaine à reprendre, le prépa, il va avoir les 3 semaines que j'ai fait. Moi, je lui donne ma préconisation sur la charge, sur sa semaine, sur les axes en muscu à développer, les axes en prévention à garder, sur ce qu'elle doit faire en activation spécifique pour sa blessure, sur le travail de prévention, elle a son programme spécifique là-dessus. Et après,
En fonction de la période de la saison, en fonction de la blessure, en fonction de différents paramètres, on échange avec le prépa, savoir est-ce que sur le travail en salle, par exemple, est-ce que c'est moi qui garde la main pendant quelques temps? Euh, et puis on fait une transition douce comme ça, ou alors est-ce que c'est le prépa qui reprend la main? Donc ça, c'est vraiment cas par cas, et il n'y a pas de généralité là-dessus. Mais ça dépend aussi de est-ce que c'est une blessure qui nécessite encore travailler parce c'est une blessure à risque de récidive. On met un accent sur quelque chose en particulier. Ou alors est-ce qu'on n'a pas un gros risque de récidive et on peut être plus light sur la prévention. Donc c'est vraiment au cas par cas. Et par contre, sur tout ce qui est travail terrain, tout ce qui est travail athlétique, c'est le prépa qui prend 100% le relais, où il a toutes les données de ce qui a été fait avec la joueuse avant. Et forcément, on échange aussi, on a la chance de se côtoyer au quotidien, donc c'est aussi plus facile. Ok. Euh, du coup, avant qu'elle revienne, tu t'assures qu'elle a subi en termes de data, une semaine d'entraînement spécifique à son poste, plus le match. Ouais, c'est ça. Du coup, sur la dernière semaine de réathlé, euh, je fais en sorte même qu'elle soit une charge plus importante, entre 10 et 15% de plus que ce qu'elle a l'habitude de faire et que ce qu'elle devrait normalement refaire avec le groupe. Parce que je me dis que quand elle va revenir en réathlé, elle est toute seule avec moi, elle n'a pas toutes les composantes, moins de composantes de jeu à prendre en compte, elle a moins de composantes psychologiques et psychiques à prendre en compte, des joueuses qui sont autour, de la tactique, de tout ça. Donc, je me dis que d'avoir une charge importante permet de combler un petit peu ce manque de contraintes externes qu'elle va retrouver au moment où elle va reprendre avec le groupe. Donc, la dernière semaine, c'est ça, comme tu dis, Baptiste, elle fait la charge même un peu plus que ce qu'elle a l'habitude de faire. Et sur une dernière séance de réathlé, j'essaye de mettre en place une séance team match, c'est-à-dire qu'on fait sur un temps très court. Nous, en moyenne, elle joue 30 minutes. Donc, sur 30 minutes, on essaye de reproduire l'intensité, la charge d'un match avec les contraintes de jeu, etc., d'un match pour essayer dans les meilleures conditions. Et pour justement éviter aussi d'avoir ce gap-là à passer au moment où elle va revenir avec le groupe, c'est de lui permettre de revenir avec le groupe de façon la plus sécuritaire possible et avec aussi une confiance en elle et envers sa blessure qui est la plus haute possible. Ok. Donc du coup, là, dans le hand, vous faites jamais de reprise progressive ou adaptée, tu sais, où elle fait juste une partie de l'entraînement, puis elle retourne avec le réathlé de manière à justement subir et être soumise à ce pseudo-chaos. Non, c'est assez rare qu'on le fasse. Alors, je dis pas que ça arrive jamais, parce que il y a toujours des cas un petit peu particuliers, mais c'est assez rare que ça arrive. C'est vraiment si elle reprend avec le groupe, c'est qu'elle a été confrontée à des sollicitations qui sont plus importantes que ce qu'elle va avoir durant un entraînement ou durant un match, et qu'on estime qu'elle est capable d'assumer ça. Après, forcément que si elle reprendre, c'est un entraînement hyper intensif avec une charge très élevée. C'est pas là qu'elle va faire la totalité de l'entraînement. On essaye de la faire reprendre sur des séances light avant de vraiment reprendre totalement avec le groupe. Ok. Ah, si certains ont des questions sur ces différents paramètres que l'on vient de parler avec Antoine, même dans un autre contexte que le hand, hein. Antoine il a travaillé aussi dans le foot. Si jamais il y en a qui veulent poser des questions sur le contexte football, comme ce qu'il a pu connaître à Monaco ou à Caen, n'hésitez pas. Reprendre, c'est pas parce que la réathlée, c'est assez. Alors, vous devez être spécifique forcément à la discipline à un moment donné dans la réathlée, mais il y a une grande part aussi qui est assez générale, que ça soit une blessure chez un joueur de foot, chez un joueur de hand, de basket. Il y a une partie qui est assez générale. Des choses que je faisais dans le foot, que je refais aussi dans le hand, c'est juste
à un moment donné, quand on retourne sur le terrain, où on va forcément devenir spécifique à la discipline. Si je fais des séances de réathlé avec mes joueuses de hand sur un terrain de foot, ça va pas être très pertinent, quoi. Mais on peut recontextualiser tout de réathlé dans son sport où on travaille. Ok. Moi, j'ai une question, Antoine, c'est est-ce que donc sur cette programmation de réathlétisation, est-ce que vous la présentez à la joueuse ou vous faites pas de présentation de rétro-planning et de son possible planning semaine 1, semaine 2, semaine 3, ainsi de suite, jusqu'à son retour avec le groupe? Si la joueuse est au courant, dès qu'on a validé en staff les différentes étapes, la joueuse est au courant de sa probable de reprise. Alors, toujours en mettant des pincettes et en disant, bah, c'est si tout se passe bien, qu'il n'y a pas de problème, etc. Mais on lui donne ce planning de reprise, quand est-ce qu'elle va retourner à la course, etc. Même si comme on lui dit aussi, qu'il y a des adaptations au jour le jour en fonction des différentes pathologies, chaque personne est différente dans la cicatrisation, dans sa propre physiologie. Et chaque début de semaine, la joueuse a son programme détaillé pour la semaine qu'il va avoir. Donc, elle a son programme de ce qu'elle va faire sur le terrain, de ce qu'elle va faire en salle de musculation, sur la partie cardio, des charges aussi qu'elle va avoir, parce qu'on essaye de plus en plus de les sensibiliser à ça, à la charge, de leur expliquer ben, pourquoi on essaye d'être pointueux sur aujourd'hui tu dois faire tant et pas tant. Donc on leur explique aussi ça quand elles sont au groupe aussi. Et on se rend compte qu'elles justement prennent part au jeu et sont attentifs à ça et commencent à comprendre. Donc voilà, chaque début de semaine, elle est au courant exactement de ce qui va se passer dans la semaine, tout en sachant que forcément que des fois, on est obligé de réadapter certaines choses en fonction bah, d'une petite douleur qui est arrivée ailleurs, d'une fatigue qu'on n'avait pas calibrée comme ça, de plein de choses, d'une réathlée aussi des fois qui va plus vite que prévu et où on peut peut-être passer d'une phase de vélo à la course finalement un peu plus rapide. Donc, nous, on prend le parti de concerner la joueuse et qu'elle soit au courant de la totalité. Euh, Ce qui n'est pas toujours le cas. J'ai déjà vu dans des clubs où bah, le choix il est fait de pas expliquer trop aux joueurs pourquoi. C'est un parti à prendre, mais nous, on prend le parti d'essayer de l'impliquer le plus possible et que ça soit pas un pion on lui dise bah, tu fais ça, tu fais ci, mais c'est de lui expliquer pourquoi et qu'elle se prenne aussi en main, qu'on lui explique que en faisant ça, peut-être que ça va réduire son risque de récidive, etc. Donc voilà pour la façon dont on concerne la joueuse. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions peut-être sur ça? Il n'y en a pas. Antoine voulait bien que si tu peux nous dire ta méthodologie salle, par exemple sur un microcycle classique hebdomadaire. Qu'est-ce que donc quand la joueuse ou même quand tu étais en foot, le joueur de foot, que tu as l'habitude de lui faire en salle lundi matin, lundi après-midi, ainsi de suite, jusqu'à son jour off. Et pareil, est-ce que tu as une méthodologie terrain que tu as tendance à appliquer? Est-ce qu'elle est linéaire, ondulatoire? Est-ce que par exemple tu démarres et tu fais un jour d'endurance, le lendemain plutôt orientation force, après orientation vitesse, sur ces deux paramètres-là? Sur la partie salle, du coup, j'essaye de pas faire travail, par exemple, de faire un haut du corps et bas du corps dans le même jour, parce que j'estime d'avoir beaucoup de temps et du coup de pouvoir faire des grosses séances bas du corps et des grosses séances haut du corps un peu dissociées. Et sur vu que la joueuse n'est pas censée perdre sur sa partie musculation, parce qu'on est censé l'avoir retravaillé très rapidement, sur les premiers jours, c'est du travail vraiment d'hypertrophie, etc., d'endurance, parce qu'on ne peut pas mettre de charge en fonction de la zone lésée. Par exemple, sur l'entorse de cheville, on va pas pouvoir aller travailler un squat à 100 kg des J2 sur la joueuse. Donc les premiers jours sont assez
light, c'est plutôt l'hypertrophie, plus orienté prévention pour, euh, pour lui permettre de maintenir ses qualités. Et dès qu'on peut retravailler, j'essaye de travailler un travail de force dans la semaine, un travail orienté puissance, et un travail orienté puissance, vitesse, et un autre travail orienté plus sur un travail d'hypertrophie. Donc, d'essayer de mixer un petit peu tous les paramètres, chose qu'elle a l'habitude de faire durant la saison. Et je fonctionne un peu de la même façon, que ce soit haut et bas du corps. Et avec un accent particulier sur le travail de la zone lésée. Et sur la partie terrain, euh, le début est forcément orienté sur un travail à très basse intensité, sans contrainte majeure, peu importe la blessure, de réhabituer déjà la joueuse dans son contexte de terrain, de réintégrer petit à petit la balle, et d'avoir une progression comme ça sur des contraintes qui vont être de plus en plus importantes. Et une fois qu'on arrive sur une fin de réathlée pour la joueuse, j'essaye de me caler un petit peu sur ce que fait le groupe déjà, et aussi sur de mixer entre du travail sur petit espace, c'est-à-dire en travaillant sur tout ce qui est accélération, décélération, des changements de direction, toutes ces choses-là. Et le lendemain, travailler sur plutôt du grand espace, donc sur de la vitesse, sur du travail athlétique sur grand espace, etc. Sur du travail intégré avec le ballon, et d'alterner ces jours-là. Et forcément, de mettre à un moment donné aussi un jour de récup. Par exemple, les deux joueuses en ce moment qui sont sur une fin de réathlée, elles ont un peu ce cycle-là où ça va être du petit espace le lundi, on va repasser sur du grand espace le mardi. Le mercredi, ça va être une journée recovery où elle va essayer de travailler quelque chose en décharge, mais on va pas la couper complètement. Le jeudi, vendredi, on repart sur les mêmes bases que le lundi, vendredi, et pour arriver au samedi où elles vont faire une séance un peu team match. Donc ça fait des semaines importantes où elles sont amenées à être même plus hautes que le match, justement, par rapport à ça. Mais voilà, d'essayer de mixer tout ça. Et sur la dernière semaine et la dernière séance, justement, c'est de se dire bah, qu'elle est capable de faire tout dans la même séance. Ça veut dire qu'on va faire du petit espace, qu'on va passer sur du grand espace, etc. Et de mixer un peu tout pour voir comment elle est capable de réagir, que ça soit d'un point de vue athlétique déjà, et que ça soit aussi d'un point de vue physique, proprement dit sur la blessure, voir si elle est capable d'enchaîner les différentes tâches avec une complexité qui est la plus haute possible, dans les limites de ce qu'on peut faire en réathlé. Donc l'idéal, c'est quand vous avez une ou deux joueuses, deux, trois joueuses en réathlé, c'est parfait parce que vous pouvez créer des situations qu'elles vont retrouver en match. Et sinon, bah, c'est que de se mettre soi-même dans le jeu et d'essayer par exemple, quand elle travaille la défense, de travailler vous en étant attaquant, etc. Même si c'est pas votre sport de prédilection. Moi, j'ai jamais fait de hand, perso. C'était plus facile dans le foot parce que j'étais issu du foot, mais voilà, essayer de toujours recontextualiser et de mettre la joueuse ou le joueur ou votre athlète dans ce qu'il va être amené à faire. Et lui faire prendre conscience un peu de où elle doit aller, et de la mettre dans des conditions qui soient plus complexes que ce qu'elle va avoir. Du coup, François, je lis ta question. Quid de la fraîcheur mentale en prenant en compte l'isolation du groupe, blessure, plus la charge de travail hebdomadaire? C'est une part importante, justement, de la fraîcheur mentale. Et comme tu dis, elle est isolée du groupe. Moi, j'essaie de les faire venir justement en même temps que le groupe assez régulièrement, comme ça, elles ne sont pas complètement isolées. Il y a des filles qui vont vouloir regarder, par exemple, l'entraînement des joueuses. Et d'autres qui m'ont dit, bah non, j'ai pas envie de regarder parce que ça me saoule de pas y être. Donc, il faut prendre aussi tout ça en compte. Et pour ça, c'est justement le fait de la remettre dans son contexte assez vite, qui va vous permettre de garder une fraîcheur mentale et qu'elle en ait pas marre d'être avec vous. Euh, Si vous, par exemple, une joueuse de hand, vous la faites reprendre sur du hand que les 2 derniers jours ou la dernière séance, forcément que si vous avez passé 4 semaines avec elle sans qu'elle touche un ballon, elle va en avoir rapidement marre de vous. Pareil pour un joueur de foot, si vous ne le faites pas toucher un ballon, ça va vite au niveau mental être compliqué.
Vous pouvez dès le début, si une joueuse de hand, elle peut faire des shoots assis, des shoots si elle a une blessure sur le bas du corps. Chez un joueur de foot, vous pouvez vite faire des choses sur son mauvais pied. Euh, il faut essayer de trouver des choses qui la ramènent dans ce qu'elle aime ou dans ce qu'il aime, donc dans son sport de prédilection. Et justement, sur la charge de travail hebdomadaire, c'est de la gérer pour pas la cramer. Et c'est ça aussi le fil rouge. Vous êtes constamment entre que j'en fais trop et ce que j'en fais pas assez. Et c'est ce rouge-là qui est le plus dur à avoir. Et qu'est-ce qui vous fait avoir un peu de savoir vous en êtes, c'est de faire des réathlés. Moi, c'est comme ça que je l'ai appris, c'est à en faire des réathlés, à être avec les joueurs, à échanger avec les joueurs. Et moi, j'ai la chance en plus de les avoir en soins. Et souvent, sur la table de soins, ils vous parlent beaucoup, ils échangent beaucoup, et ils vont vous dire des choses qu'ils vont pas vous dire forcément sur le terrain. Donc, si une joueuse est cramée, bah, si elle vous dit ça le mardi, que finalement, elle est pas bien, que mentalement, elle est un peu au fond du seau et que ça va pas, essayez de modifier votre semaine et pourquoi pas de faire des activités un peu dérivatives pour sortir du contexte, d'aller faire, j'ai déjà vu aller faire du vélo, aller courir avec un joueur, mais pas en allant dans les bois, en faisant du badminton, du paddle, essayer de trouver d'autres choses. Il va pas penser qu'il travaille et en même temps, si vous faites une séance de paddle avec de raquette, je parle, avec un joueur, bah, vous allez quand même travailler sur sa partie cardio, sur son travail d'appui. Donc, vous allez quand même, c'est pas une journée de perdu. Donc, faut essayer des fois de les sortir de leur contexte et sur des longues blessures, justement, pour éviter cette fatigue un peu mentale parce que vous avez beau essayer de trouver tout ce qu'il faut pour essayer d'éviter ça. Je trouve que c'est bien sur des blessures de 2, 3 mois, bah, d'amener, si c'est possible, dans des centres de rééducation, à un confiance, vous savez comment ils travaillent pour un peu changer d'air et que bah, ils vous oublient vous. Euh, moi, les filles, au bout de 3 semaines, quand elles sont avec moi, je pense qu'elles peuvent plus me voir, et ce qui est normal, mais c'est bien, comme ça au moins elles peuvent reprendre. Et voilà, c'est d'essayer de trouver des choses qui changent un petit peu, qu'elles n'ont pas l'habitude de faire. La semaine dernière, par exemple, prendre l'exemple avec les filles, j'ai fait du hand golf. Donc, c'est plusieurs ateliers un peu de précision, de choses qu'elles n'ont pas l'habitude de faire, qu'elles font jamais quand elles sont en groupe. Et elles se sont éclatées. C'est la première fois qu'elles le faisaient. Elles se sont éclatées et elles ont bossé. Donc, voilà, c'est trouver des petits subterfuges pour les faire bosser sans les cramer mentalement. Je sais pas si... Oui, c'est bon, François, j'ai répondu à ta question. Et du coup, Antoine, est-ce que vous avez psy et diète chez vous? Et du coup, il y a cette approche holistique et globale autour de vos joueuses. Justement, on n'a pas, c'est un peu on est dans un club qui se développe. Le hand n'est pas les moyens encore du foot, donc on essaye de se développer aussi sur ces choses-là. Donc nous, on leur donne avec prépa, kiné, les conseils. On a un suivi là-dessus auprès de joueuses. Et aussi, on les incite à aussi consulter aussi à l'extérieur, à leur donner les ressources nécessaires. Donc quand elles sont dans le besoin, on les incite à y aller et on les aide là-dedans. Et que ce soit moi ou le prépa, justement, dans tout ce qui est supplémentation, on n'est pas diète, mais on a aussi des connaissances de base là-dedans. Donc on essaye de les suivre aussi là-dessus et d'avoir un regard sur ce qu'elles font. Ça m'est arrivé de suivre une joueuse en lui demandant de m'envoyer ses photos, parce que je trouve que c'est plus parlant, de plats toutes les semaines. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque repas, elle m'envoie son plat pour voir un peu comment elle construit son assiette, comment ce qu'elle mange. Parce que des fois, vous allez vous rendre compte qu'un athlète, il va avoir l'impression de super bien manger. Et finalement, c'est pas le cas. Donc, c'est lui donner des petits tips pour ça et lui faire comprendre que son alimentation dans un retour de blessure, il est primordial. Alors, il est primordial quand elle est avec le groupe et quand elle est apte à s'entraîner, mais encore plus dans la récupération d'une blessure, notamment musculaire. Si à côté, la fille, elle fait un peu n'importe quoi en termes de nutrition, forcément que ça va retarder un petit peu la cicatrisation, que ça va être
donner une cicatrice un peu moins bien. Donc, c'est un peu, comme je disais au tout début, c'est de jouer sur tous les paramètres possibles. Chez un athlète, il y en a plein qui sont possibles. Donc, faut essayer de... Et si vous n'avez pas les compétences ou vous pensez pas les avoir, c'est bah, de déléguer et travailler avec d'autres personnes. On n'est jamais meilleur quand on est à plusieurs. Ok. Euh, Moi, j'avais une question, Antoine, sur l'approche que vous avez au début de la blessure. Donc, la joueuse se fait mal. Votre approche, comment elle est sur l'hypothèse de la blessure? Elle est uniquement mécanique, c'est-à-dire que vous regardez, si c'est un match, la vidéo du match, comment elle s'est fait mal, ou est-ce que vous avez vraiment une approche globale? Et donc, du coup, comme on vient de discuter de nutrition, par exemple, vous allez aller regarder un peu tout, et pas que l'aspect mécanique de la lésion. Ouais, c'est ça. On a une vision qui est globale, où on essaye en fait de comprendre pourquoi elle s'est blessée. Déjà d'une parce que c'est primordial pour essayer d'éviter qu'elle se reblesse par la suite quand elle va retourner au groupe, d'essayer de comprendre ce que nous on a mal fait parce que forcément quand il y a une blessure, c'est qu'il y a quelque chose qui a été mal fait. Alors c'est toujours dur de trouver la raison. On essaye de trouver tout ce qui est possible de faire. Donc on regarde, comme tu dis, la vidéo de comment elle s'est blessée déjà parce que ça te donne beaucoup d'indications. Si par exemple la joueuse elle se réceptionne elle saute en se réceptionnant et tombe sur le pied d'une autre. C'est un peu faute à pas de chance, malheureusement. Ou alors est-ce qu'elle saute et qu'elle se réceptionne au sol, mais elle se tord la cheville. Ça va pas être le même constat. On va voir aussi dans ses charges. Avec la chance qu'on a, c'est d'avoir un analyse data. Donc on regarde sur les 3 dernières semaines, le mois précédent, qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'il y a eu une variation de charge? Est-ce que il y a subitement une augmentation. On va voir aussi tous les matins, ils ont un questionnaire de bien-être où on leur demande leur niveau de fatigue, comment elles ont dormi, leur niveau de courbature. Euh, Nous, on est chez des filles, donc est-ce qu'elles sont en période de règles ou pas? Toutes ces questions-là, donc on essaye de, de coupler un petit peu toutes les infos qu'on peut avoir de la part de la joueuse aussi, parce qu'on échange, comment tu te sentais ce jour-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? On remarque que des fois, il y a des blessures, la fille, tout est au vert. Athlétiquement, elle est bien, les questionnaires sont bien, et finalement, elle vous dit, bah ouais, j'ai perdu peut-être quelqu'un de ma famille, ou alors bah, je suis en situation où je suis en train de prolonger mon contrat et c'est un peu compliqué. Et souvent, on arrive à trouver un paramètre qui nous fait nous dire, bah, peut-être que finalement, bah, c'est peut-être là-dessus qu'il y a un problème. Donc, c'est d'essayer d'aller trouver les raisons sans être sûr il n'y a pas forcément une seule chose qui va faire en sorte qu'elle se blesse, mais voilà, c'est d'essayer de trouver les raisons pour nous s'améliorer et éviter de revivre ces choses-là et de se dire, bah, voilà, il faut qu'on fasse attention sur cette chose-là la prochaine fois, parce qu'on sait que quand elle a une petite alerte de fatigue, bah, finalement, elle code peut-être qu'à 5 sa fatigue, mais finalement, chez elle, c'est déjà très haut. Donc, c'est malheureusement, on peut se rendre compte des fois que quand il y a la blessure qui arrive, mais voilà, c'est d'essayer de travailler sur tout ça. C'est pour ça qu'aussi, on a un suivi régulier au niveau prise de poids, prise de masse grasse chez les filles. Et on a déjà remarqué des blessures qui arrivent chez une fille une masse grasse qui a augmenté ces derniers temps. Et souvent, tout se corrèle un petit peu. Donc, généralement, on arrive à trouver des raisons à la blessure sur des choses que nous, on ne pouvait pas trop jouer, sur des choses que la joueuse ne pouvait pas trop jouer, que nous, on n'a peut-être pas été assez attentifs, mais on peut toujours justement trouver pour essayer de progresser et essayer de limiter ce risque. Ok. Statu quo s'il y a récidive. C'est-à-dire, C'est-à-dire si ben, malheureusement vous avez des cas de récidive, vous avez la même approche de recherche globale. ouais, en essayant d'aller chercher, enfin, recherche globale. Après, on regarde aussi au niveau euh, quelle est la raison qui a fait que intrinsèquement. Mais s'il y a récidive, on essaye d'aller chercher encore un peu plus loin. On a de la chance pour le moment de ne pas en avoir eu, mais
Mais oui, d'aller chercher, on irait chercher beaucoup plus loin, parce qu'il y a aussi dans le monde pro, c'est qu'on doit rendre des comptes à un moment donné, et que si vous faites revenir la joueuse et qu'elle se reblesse, c'est que vous allez vite devoir vous justifier auprès de votre direction de pourquoi elle se reblesse, parce que forcément que ça coûte de l'argent, etc. Donc voilà. Ok. Euh, J'avais une autre question, c'est pour toi, est-ce que tu vois une différence entre le contexte hand et du coup le contexte foot dans l'approche de la réathlée ou l'approche que peut avoir un staff ou une direction sur cette gestion-là? On sait que dans le foot, c'est un gros KPI, le taux de disponibilité des joueurs. Et donc, évidemment, il faut que les joueurs reviennent le plus rapidement possible et s'il y a récidive, ça devient problématique. Est-ce que le contexte du hand est aussi exigeant que celui du foot ou pas forcément? Je trouve que c'est pas forcément l'histoire de contexte foot hand. Je trouve que c'est un peu les mêmes problématiques. Je trouve que c'est plus contexte avec le coach, avec qui pour avoir travaillé avec différents coachs, que ce soit dans le hand ou dans le foot. C'est plus en fonction des coachs, j'ai l'impression, que le contexte. Forcément, dans le foot, il y a plus d'argent, donc la pression est peut-être plus importante. Euh, mais je trouve que c'est plus le coach qui fait ça, qui fait que bah, tu te sens un peu plus, avec un peu plus de pression pour faire revenir l'athlète ou pas. J'ai pas ressenti vraiment de différence entre le hand et le foot là-dessus. D'accord. Du coup, je sais pas s'il y a des questions. Ouais, Kevin? Moi, j'avais une question sur les blessures que tu as pu rencontrer euh, dans ton club. Quelle blessure tu retrouves le plus fréquemment? Quelle Euh, localisation, quelle gravité? Voilà. Beaucoup de blessures musculaires, enfin beaucoup. Tout est relatif en fonction, mais c'est dans le taux, ouais, c'est beaucoup de blessures musculaires. Dans le foot, forcément, c'est les ischios qui revenaient le plus souvent. Dans le hand, on a cette saison un peu plus d'entorses, mais finalement, quand on fait le compte, c'est des entorses sur des joueuses qui, comme je disais tout à l'heure, qui marchent sur le pied d'une autre, qui marchent sur la balle ou qui. Donc c'est compliqué à dire est-ce qu'on pouvait faire vraiment quelque chose ou pas. Des fois, c'est un peu aussi la faute à pas de chance, est-ce que la joueuse était plus fatiguée. Mais c'est surtout oui, les zones, ça va être ischio, quadri, adducteur au niveau musculaire. Et après, sur la cheville, que ce soit foot ou hand, les entorses de cheville globalement. De façon surprenante, en changeant du foot au hand, je pensais être plus amené à avoir de blessures sur le haut du corps, sur des problèmes d'épaule, etc. On en a très peu, nous en tout cas à Brest. Il y a dans le hand les problèmes de doigts, mais on arrête des entorses de doigts, on en a beaucoup, mais ça, on n'arrête pas une joueuse pour une entorse de doigt, sinon elle jouerait jamais. Mais voilà. Ischio dans le foot, plus. Mais si c'est faut essayer aussi de chercher pourquoi. Ça veut dire qu'il y a un travail qui est un peu qui est mal fait quelque part. Mais voilà, musculairement, ischio, quadri, adduc et les entorses de cheville globalement. D'accord, merci. Baptiste pourra confirmer ou infirmer peut-être aussi dans le foot ce que lui a comme blessure. Ouais, ouais, c'est essentiellement la problématique des lésions musculaires. Que nous, on a moins de lésions musculaires ischio dans le hand parce que on est déjà sur des distances de course qui sont beaucoup plus faibles et des vitesses maximales qui sont rarement atteintes, en tout cas dans le hand, contrairement au foot. Malgré qu'il y a un nombre de répétitions de courses qui sont importantes au hand, sur des distances un peu plus courtes avec des vitesses qui sont plus faibles. Et justement, on parlait tout à l'heure des raisons de blessure, etc., quand on allait chercher, maintenant je travaille avec des
des femmes. Et justement, il y a la problématique, enfin pas la problématique, mais la question des règles qui arrivent. Et justement, on essaye, nous, d'adapter le plus possible quand une fille nous dit qu'elle a ses règles. Globalement, elles sont toutes ouvertes à échanger là-dessus, parce qu'il y a un climat de confiance qui est présent. Mais on essaye d'adapter le plus qu'on peut. Si une fille on connaît maintenant les filles qui ont des règles qui sont compliquées et on essaie d'adapter le plus possible les séances d'entraînement sur ces filles-là pour justement, la littérature montre qu'il y a un risque qui est quand même plus important. Donc on essaye de gérer au mieux ces périodes qui sont parfois un petit peu complexes. Et ça justement, c'est d'avoir un échange avec vos athlètes qui ait une confiance. Et c'est pas parce qu'on est prépa que la joueuse va pas vouloir se confier là-dessus. Il faut juste instaurer un climat de confiance entre elle et vous, quoi. C'est autre que la réathlée. Dans la réathlée, je suis amené aussi à l'avoir, mais c'est un paramètre dans le sport féminin qui est à prendre en compte, qu'on voit de plus en plus, mais qui est à prendre en compte et on ne rencontre pas ça dans le sport masculin. Du coup, j'ai une question par rapport à ça. Donc, étant aussi joueuse à côté d'être prépa en rugby, je voulais savoir enfin, sur quels paramètres vous parlez d'adaptation. Est-ce que c'est en termes de volume, en termes d'intensité, sur quoi vous essayez d'adapter au plus? En gros, dans le questionnaire justement qu'elles ont tous les jours, on sait une fois qu'elles ont répondu le matin si elles ont leurs règles ou pas. Une fois qu'on sait, alors maintenant on commence à les connaître. On sait pour qui c'est compliqué cette période-là, parce qu'il y a des douleurs, parce que il y a de la fatigue, etc. Donc on échange avec elles et pour moi le meilleur ressenti c'est elles qui l'ont. De savoir est-ce que vous êtes capable de faire une séance d'entraînement normale. Est-ce que tu te sens fatigué? Est-ce que tu as mal quelque part? Et en fonction de ça, on adapte justement sur tous les paramètres, sur l'intensité, sur la charge. Elle va faire peut-être qu'un bout d'entraînement. On s'est déjà vu sortir complètement une fille de l'entraînement parce que, enfin, lui dire qu'elle ne fait pas d'entraînement. Elle peut faire des choses à côté, être sur un vélo, etc. Mais ça nous est arrivé de sortir une fille de l'entraînement complètement parce que on la sentait trop fatiguée et pas capable de faire ça. Il y a la problématique des jours de match, parce que est-ce que sur un match on peut adapter ou pas, on peut toujours adapter, mais voilà, il y a la compétition qui est là. Donc pareil, ça c'est un échange avec des joueuses. Chez les joueuses chez qui on sait que c'est compliqué ces jours-là, on échange avec elles pour savoir si elles se sentent capables de jouer. Et ça nous est arrivé l'année dernière de d'adapter une joueuse sur un match parce qu'elle était très fatiguée. Et après, c'est d'avoir l'écoute du coach. Parce qu'au final, en tant que prépa de kiné, vous donnez l'info au coach, mais celui qui a le dernier mot, c'est le coach aussi. Donc voilà. Cette année, je bosse avec une entraîneuse femme, donc qui est forcément à l'écoute de ces problématiques-là. Et l'année dernière, c'était un entraîneur homme qui était très à l'écoute. Et dès qu'on prenait une décision sur ça, il disait rien. Et au contraire, il était très protecteur vis-à-vis des joueuses. Donc, on a de la chance, je pense que la parole se libère un petit peu. Euh, et moi, quand je suis arrivé dans le sport féminin, des personnes m'ont dit oui, mais c'est tabou, il faut pas en parler, il faut pas échanger avec les filles là-dessus, il faut pas. Et avec de la confiance, moi j'ai posé la question aux filles si ça leur gênait d'échanger là-dessus. Et au contraire, ça les gêne pas du tout. Donc, faut pas hésiter, même. Alors, c'est plus facile quand on est une femme de parler de ça avec une femme, mais pas hésiter quand on est un homme, qu'on travaille avec des filles, d'aborder la question. Je pense que les nouvelles générations sont beaucoup plus ouvertes et c'est plus tabou comme ça a pu l'être avant. Ok, merci beaucoup. On arrive bientôt au terme. Est-ce que des personnes ont des questions pour Antoine? Est-ce que vous avez des livres, des articles à nous conseiller, des recherches personnelles? Oui, il y a juste un article dernièrement, je vais le mettre. Ah oui, Euh, Matt Berner. ouais,
Alors, qui récapitule, je vais le mettre en copie, qui est un article qui récapitule plutôt bien toutes les phases du triathlé et surtout voilà, qui a un bon récapitulatif, alors qui détaille pas sur les exercices, etc. euh, mais qui est plutôt bien. Alors, je vais le mettre dans le chat. Tac. Et Voilà. justement, lui, je crois qu'il parle de la partie cognitive, comment réintroduire le chaos cognitif. Est-ce que Ouais. vous le mettez en place dans vos séances et comment? Justement, c'est par exemple, sur un exercice de shoot, au départ, bah, la faire shooter à vide, elle shoot dans le but, jusqu'elle doit viser le but. Et puis après, petit à petit, c'est de lui rajouter bah, une passe qui va arriver de la droite, mais peut-être un adversaire qui va arriver. Et puis finalement, il faut viser aussi dans le but. Quand je peux, j'essaye d'avoir une gardienne sur la fin de réathlé. Justement, ça rajoute un petit peu de perturbation. En fait, c'est d'essayer de petit à petit de rajouter un contexte qu'elle va retrouver en match. Donc, avec du contact, avec des balles qui peuvent arriver d'un peu partout, avec de l'incertitude dans les passes, avec de l'incertitude aussi dans le but avec le gardien. C'est d'essayer de la bombarder d'infos à la fin, au final, pour essayer qu'elle s'adapte le mieux possible. Mais c'est aussi les limites de la réathlée, c'est-à-dire que tu pourras jamais autant la bombarder que quand elle est au groupe. Donc c'est pour ça que c'est la pour moi c'est la grosse limite finalement. Et à un moment donné, tu as beau tout faire, l'étape c'est qu'elle retourne à l'entraînement pour avoir justement toutes ces composantes-là et que bah, faut essayer d'en faire le maximum quand tu es en réathlée, mais qu'à un moment il y a une limite quoi. Merci. Du coup, si tu veux, Antoine, tu peux présenter ce que la formation que tu vas donner la semaine prochaine, si jamais il y a des personnes qui peuvent être intéressées de te rejoindre. Du coup, c'est un nouveau format. On a commencé la formation l'année dernière en présentiel et cette année, on bascule sur un format distanciel qui est plus facile pour tout le monde parce que ça peut être suivi bah, de partout. C'est 1 heure et demie durant six créneaux du 6 au 10 avril avec les différentes phases de la réathlétisation que j'ai commencé un petit peu à développer tout à l'heure. Donc c'est approfondi et avec une session avec justement le bilan Return to Play, avec la présentation de moi ce que je fais, avec tous les tests, etc. que je mets en place, sur comment je construis mon bilan. Donc avec des exemples de bilan sur tout ce qui est travail aussi en salle et en travail sur le terrain, sur des exercices que je mets en place, sur ce qui peut être fait. Voilà, de donner des clés en fait pour essayer de faire au mieux. Et c'est pas de donner le but d'une formation et de cette formation, c'est de pas vous donner un catalogue d'exercices ou un catalogue de choses à faire et d'appliquer bêtement. C'est d'essayer de vous donner une façon de penser et de réfléchir sur comment je peux amener à faire ça et pas copier bêtement ce que quelqu'un fait. J'ai pas la vérité, vous l'avez pas non plus, personne là. Je pense que chacun est capable de faire sa propre idée. Et entre ces séances de formation, donc tous les jeudis, à la fin de chaque session, en fait, il y a un petit travail qui est demandé à faire pour la fois d'après, qui vous permet un peu de mettre en contexte. Vu qu'on n'est pas en présentiel, c'est de présenter, je peux vous donner à la fin de la session 4, vous dire, bah, voilà, il y a tel ou tel joueur à cette blessure, qu'est-ce que vous feriez sur le terrain et de la préparer pour la fois d'après, et ce qui permet aussi d'avoir une base d'échange sur bah, quelles difficultés vous avez rencontrées à construire les séances, qu'est-ce qui vous pose problème, plutôt que de prendre des infos et puis pas savoir finalement trop, trop quoi en faire. Donc voilà, sur ces 6 séances et la dernière séance avec des échanges sur les problèmes que vous pouvez rencontrer, sur ce que vous voulez développer un petit peu plus. Et le fait d'avoir une semaine entre chaque séance, ça vous permet aussi de,
de mettre en place les choses qu'on voit dans la semaine et de vous rendre compte que finalement, bah, ça, peut-être que vous trouvez que c'est compliqué à mettre en place, pourquoi, etc. Essayer d'essayer de vous aider là-dedans. Et je trouve que de pouvoir pas avoir une session de formation sur 2 jours où vous avez toutes les infos, mais d'avoir des sessions avec quelques infos que vous pouvez mettre en place. Moi, c'est ce que j'ai eu quand j'ai fait ma formation de kiné du sport, où c'était différentes sessions aussi en présentiel. Et finalement, entre chaque session, j'avais le temps de remettre en pratique les quelques infos que j'avais eues, qui permettent de mieux retenir, parce que vous retiendrez jamais mieux qu'en faisant par vous-même. Donc voilà. Nickel, merci Antoine. Et donc du coup, s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous envoyer soit un mail via notre site internet, soit sur Instagram, ou nous envoyer un message réhab ou je suis intéressé. Et juste un rappel, donc Jennifer qui s'occupe de la partie pédagogique, elle vous rappelle que tous les financements sont possibles. Donc vous faire prendre en charge la formation via les OPCO, l'AFDAS, la GFIS, la FIFPL, ou par votre employeur étant donné qu'on est référencé Calliope. Et donc pour tous ceux qui sont avec nous, SPF a mis donc une réduction de 100 euros jusqu'à l'ouverture de la formation avec Antoine. Donc n'hésitez pas, vous nous envoyez un message sur Instagram ou sur notre site internet. Et puis on sera content de vous retrouver avec Antoine la semaine prochaine autour de la réathlée. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions avant de se quitter pour Antoine ou vis-à-vis de la formation? Ben écoutez, merci à tous. Si Antoine t'es OK, on diffusera le replay par mail. Comme ça, s'il y en a qui veulent revisionner certaines informations que tu as pu donner. Et puis on se dit tout le monde à très vite sur la prochaine table ronde ou avec Antoine sur la prochaine formation. Merci à tout le monde. Bonne soirée à vous.